Deuxième partie de notre entretien avec le colonel Pierre Ouédraogo, secrétaire général national des comités de défense de la révolution burkinabé. Homme de caractère et fidèle des fidèles du capitaine Thomas Sankara, Pierre Ouédraogo a refusé de venir à la soupe du Front populaire, ce qui lui a valu toutes les misères et dalles de la République. Détenu pendant 9 mois, malmené, libéré, ensuite filé et surveillé comme de l'huile sur du feu, Pierre Ouédraogo va devoir s'exiler en Europe où son expertise est sollicitée pour être le directeur de la francophonie numérique de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Il est aussi considéré comme le père d'Internet au Burkina Faso. Pierre Ouédraogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la seconde partie de cet entretien. De la Révolution, beaucoup retiennent plus les noms de Henri, Blaise et Jean-Baptiste. Comment se fait-il que vous, les jeunes qui parlent de la Révolution, parlent moins de vous? En tout cas, dans la salle ici, quand j'ai parlé aux agents, beaucoup ne vous connaissent pas du tout. Bon, merci pour cette question. Il faut savoir que mon rôle a été essentiel et capital pendant toute la partie de la clandestinité, surtout. Parce qu'il y a eu plusieurs variantes de l'organisation militaire à laquelle j'ai appartenu. Je n'étais pas là au début, mais j'ai été coopté à l'intérieur. Et ce groupe tenait des réunions clandestines, devait avoir des liaisons. Et imaginez-vous, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de Facebook, pas de WhatsApp. Il fallait faire tout ça sans laisser des traces. Et donc ce travail a été fait avec Thomas Sankara. Ça n'a pas été aussi simple parce qu'il a fallu renoncer à une partie aussi de ma jeunesse oisive pour pouvoir faire ce travail, pour ne pas mettre les camarades en insécurité, en particulier Thomas Sankara. Juste pour vous donner une idée, par exemple, peut-être deux, lorsque j'arrivais dans les casernes, immédiatement ceux de notre groupe savent que le messager de Sankara est arrivé. Et donc je ne cite pas son nom, je donne les éléments d'information sur les réunions, les consignes, les informations, et je m'en vais. Deuxième élément, par exemple, là où habitait Thomas Sankara, vous voyez toujours mon véhicule, par exemple le soir, parce qu'à un moment donné, il était pas très loin de la base aérienne, et moi aussi j'étais du côté soit de quartier Lalporin, Gonguin, à côté du canal, donc un peu sur la route. Et tout cela a été fait de sorte à ce que lorsque Sankara arrive à Ouagadougou, clandestinement, qu'il puisse circuler avec moi, clandestinement, et repartir, sans qu'aucune force de sécurité ne soit au courant. En ce moment, il était où? Il était à Pau. À Pau. À Pau. Donc il peut arriver à 21h ou à 22h, et puis il repart à 4h du matin. Et donc, s'il y a des réunions dans le groupe, ou s'il y a des contacts qui doivent être pris avec le groupe civil, c'est moi qui le conduisais, qui était partout avec lui, et en fonction donc des scénarios. Pierre, on voyait, mais pas Sankara. Donc, vous regardez la voiture, vous me voyez, mais vous ne voyez pas Sankara. Vous voyez. Et à certains moments même, les vitres étaient fumées. C'était assez spectaculaire, hein, parce qu'il pouvait ouvrir la portière, sortir, rouler, et pendant ce temps, moi, je ferme la portière et je continue. Donc, même si vous suivez, vous ne saurez pas qu'il y a quelqu'un qui est descendu quelque part, et je vais le retrouver à l'heure précise, quelque part, pour le ramener. Bon, on peut s'arrêter chez un vendeur de brochettes, tranquillement, pour distraire les gens, et puis après, on redémarre, parti. Ouais. C'est ainsi, par exemple, que moi, qui étais très amoureux de l'arôme magique, je l'ai abandonné à cause de Sankara. Pourquoi? Parce qu'il m'expliquait déjà, parce qu'il bon, était vraiment beaucoup en avance sur l'écologie, sur tout ce qu'on dit actuellement. La façon dont c'était fait, c'était pas bien pour l'organisme et tout. Vous voyez. Et donc cela m'a protégé aussi, parce que jusqu'à présent, vous ne pouvez pas me faire manger de l'arôme magie, mais
C'est les souvenirs de ces brochettes mangées entre deux réunions pour stopper et donner l'impression que c'était en quelque sorte l'officier secret. Parce qu'en fait, il fallait bouger. Il fallait qu'il bouge, mais pour qu'il bouge, il fallait une protection. Bon, bien sûr, j'avais toujours mon pistolet armé, prêt à côté. Heureusement, on ne s'en est jamais servi. Mais il fallait arriver à le faire discrètement pour ne pas mettre en alerte inutilement tous les autres. Vous voyez. Et donc, c'était comme ça. Ça a été toute la partie clandestine. Et à un moment donné, quand le CMRPN est arrivé, il y a eu avant une scission au sein du groupe de militaires. Il y avait des camarades qui avaient épousé plutôt la social-démocratie et qui disaient qu'on devait soutenir les colonels à l'époque. Oui, ces herbos et tout. Et qui sont partis, certains même sont rentrés dans le gouvernement là-bas. Parce que votre mouvement date d'avant. C'est depuis la guerre, la première guerre du Mali, suite aux conditions qu'il y avait là-bas, que bon, il y a la naissance du SNEC et puis la naissance du mouvement. Mais à l'époque, moi j'étais en école encore. Donc c'est à mon retour que j'ai été coopté à l'intérieur et on a continué ainsi. Ah, vous étiez lieutenant. Voilà, sous-lieutenant et puis lieutenant. Et au moment de la scission, il a fallu continuer à survivre en tant que groupe, en sachant que les camarades qui sont passés de l'autre côté nous connaissent nos méthodes. Donc il fallait renforcer les conditions de sécurité extrêmement pour ne pas se faire prendre. Donc ces mécanismes de coordination ont fonctionné, mais là où le problème s'est posé, c'est qu'il y a eu des rencontres au niveau de l'armée. Donc, c'était en 1982, au camp Guillaume, là où il y a eu beaucoup de disputes, parce qu'il y avait déjà eu la gestion de certains colonels qui étaient dans les régions, comme préfet et tout ça, militaire, et qui avaient fait, en tout cas, des choses pas très catholiques qu'à l'époque on avait dénoncées. Et avec Jean-Baptiste Ouedraogo, qui a été très important dans ce mouvement-là en ce moment. Et on dit de cette réunion que vous n'avez pas été du tout tendre. C'était l'époque de la jeunesse. Hein. Bon, par moment, les camarades étaient obligés de m'attraper, pour asseoir, pour que je me taise. Et pour mettre fin un peu à cette agitation, et d'autant plus que les autres savaient que c'était moi qui étais l'élément central de coordination. J'ai été envoyé en stage en France, pendant que Blaise était assigné à Bobo, Sankara à Dédougou, et les deux autres Henri à Ouéuguia et à Dori. Et donc, en ce moment, c'était dispersé. Mais il n'y avait pas une base aérienne ailleurs. Et donc, finalement, ce qu'ils ont trouvé, la solution qu'ils ont trouvée, c'était de m'envoyer en stage. Parce que j'étais revenu des États-Unis avant et j'avais eu une inscription pour la US Naval Postgraduate School à Monterrey, qui devait me permettre de devenir ingénieur en aéronautique navale, option électronique. Et j'avais été bloqué. Donc les gens se sont probablement dit que peut-être c'était par frustration, tout ça. Bon, donc à l'époque, j'ai été envoyé en France dans un cours de BTS aéronautique, ce qui était en dessous de mon niveau universitaire qui était là. Mais on a dit non, allez-y, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après, bon, à partir de là-bas. C'est ainsi que lorsque je suis parti, ça a affaibli la coordination. Et pour réduire l'affaiblissement de la coordination des différentes unités... En quelle année Ça, c'était en quelle année? C'était en 1982. 82, un an avant la Révolution. Voilà. En août 82, fin août 82,
j'allais donc partir en France et j'étais obligé de mettre en place une coordination temporaire et cela m'a amené à partir avec l'hélicoptère de liaison à Dédougou et à Bobo en même temps pour dire à Sankara et puis à Blaise quelles étaient les dispositions que j'avais prises pour continuer à coordonner. Pendant qu'ils étaient en résidence? Ouais, pendant qu'ils étaient en résidence là-bas. Ouais. Et vous prenez un moyen de l'armée pour aller... Bon, c'est un peu l'effet de surprise parce que personne ne s'attendait à ce que je le fasse. Ouais. D'habitude, j'utilisais ce moyen pour envoyer des messages écrits. Mais cette fois-ci, c'était physiquement parce que la question était d'importance. On ne pouvait pas risquer un écrit. Et donc là, j'arrive à Dédougou. Je demande où est Sankara. On me dit il est là-bas. Tout le monde me regarde ébahi. Et puis je fonce là-bas. Et à cette occasion, j'ai pu lui donner mon pistolet personnel pour qu'il se protège. Et après, j'ai continué à Bobo, où Blaise Compaoré était assigné à résidence chez le commandant Sawadgo, qui commandait les parachutistes à l'époque. Ils étaient tous ébahis, bien sûr, parce que personne ne s'attendait à ça. Les camarades et puis tous les autres. Tous les autres. Voilà, mais bon, parfois, la victoire vient de la surprise. Cet effet de surprise immédiat. Et quelques jours après, je partais donc en France. Et c'est ça qui a précipité, en fait, le coup d'État du CSP. C'est-à-dire qu'à force de prendre les précautions, ils ont favorisé un vide dans la coordination qui a permis que certains groupes avec lesquels on était en coordination puissent agir, notamment le groupe d'officiers autour de Cambouélé Jean-Claude, qui était de votre côté au départ. Ils étaient en contact avec nous. Ils n'étaient pas dans notre organisation. Mais ils étaient beaucoup plus impatients pour aller prendre le pouvoir. Alors que nous, notre position était d'être le bras armé du peuple insurgé. Ce n'était pas faire la révolution à la place du peuple, mais c'était accompagner le peuple dans son élan révolutionnaire, en tant qu'étant le bras armé. C'est-à-dire que s'il y avait une insurrection comme celle qu'on a connue en 2014, au moment où le peuple, les bras nus, s'élève contre la dictature, c'est en ce moment que nous, on devait sortir pour accompagner le peuple et être sa force armée. Vous voyez. Donc le pouvoir au civil. Voilà, c'était ça. Et on accompagnait. Bon, un peu comme cela s'est passé pour la révolution d'octobre. Sauf que là, les militaires ont... Mais c'est les circonstances, parce que là, suite à mon départ, il y a eu un débordement, parce que normalement, pendant que j'étais là, tant que je ne donnais pas le signal, aucune des unités militaires n'allait bouger. C'était vraiment tout puissant. Hein? En particulier, le SNEC ne pouvait bouger sans que moi je donne le signal. Vous voyez. Et tout le monde savait que je n'allais pas donner le signal, puisque l'objectif, ce n'était pas de faire un coup d'État. Parce que si c'était pour prendre le pouvoir, on pouvait le prendre plusieurs années avant. Ce n'était pas vraiment compliqué. On contrôlait pratiquement tout ce qu'il y avait comme unité sur le territoire. Donc, on pouvait bouger. Mais l'objectif n'était pas de prendre le pouvoir. Oui. Mais, suite à ces événements, ça s'est accéléré et la prise de pouvoir s'est réalisée. Et pendant ce temps, moi, j'étais en France. Voilà. Et donc, je suis revenu... Ça, c'est le coup d'État du CSP. Du CSP. Que vous étiez en France. Voilà. Okay. C'est pour cela que on n'a pas entendu parler de Pierre Ouédraogo parce que je n'étais pas là. Et ça a dû jouer aussi beaucoup sur ce qui se passe. Bon, vous avez vu dans la presse hein, le commandant Ouédraogo Jean-Baptiste qui dit « Je m'entendais bien avec Pierre ». Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, on s'entendait très bien, parce que c'est un grand patriote avec lequel on avait des discussions intéressantes. Il devait, selon notre projection, rejoindre notre groupe. Mais avec l'accélération des choses, les processus de discussion, de formation n'ont pas pu se faire.
c'est pas sûr qu'on aurait réussi. Hein. Bon, je ne dis pas, hein, parce que c'est quelqu'un de très brillant et tout. C'est pas sûr qu'il serait venu avec nous. Mais je pense que si j'avais été là, les relations entre lui et puis le reste du groupe auraient été probablement plus sereines, beaucoup plus sereines. Parce que moi, je parle à Jean-Baptiste comme je vous parle. Et chacun de nous a vraiment pleinement confiance en lui. Ça, c'était avant et même après mes enfants. C'est lui qui les a soignés comme pédiatre quand j'ai été libéré du conseil de l'entente. Vous voyez quand même... C'est vraiment la famille. Hein. C'est pour vous dire que vraiment on avait des liens très proches. Parce que souvent quand il dit ça, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, c'est vraiment... on s'est battu contre le CMRPN ensemble. Vous voyez. C'était les deux voix qui dérangeaient et qui percutaient à l'intérieur. Oui. Mais, comme vous le savez, en politique, la formation politique aussi est très importante. C'est parfois ça qui amène les dissensions, mais ça peut amener aussi l'unité. Et c'est tout le paradoxe. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que quand les gens me voient avec Jean-Baptiste, on n'a absolument aucun problème, parce que chacun sait et respecte l'autre à cause de ça. Oui. Il y a un épisode qui s'est passé, bon, je n'étais pas là malheureusement. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à contenir, mais je pense que j'étais la meilleure personne qui pouvait faire la colle entre les deux. Parce que c'est ce que je faisais. Les autres, il n'y a pratiquement personne qui allait chez lui là-bas. C'était moi, l'agent de liaison, qui va là-bas, chaque fois chez Jean-Baptiste, discuter avec lui. Donc, n'étant pas là, du coup, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé. Pour vous dire que tous les événements historiques qui arrivent, il y a des questions de hasard, de tout. Vous voyez, il suffisait de changer un paramètre, ça suffit pour modifier les choses. Et donc là, je vais en France là-bas. Après, je reçois un message qui n'a pas de sens. Bon. Comment ça? C'était le signal qu'il fallait rentrer. Ouais. Comment c'est venu? Qui a envoyé le message? Non, c'est par télégramme, là. Oui, voilà, comme ça. C'est envoyé. Bon. Un de vos éléments qu'il a fait? Non, 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 c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui était proche du commandant Lengani. Je ne connaissais pas le nom. Parce que c'était convenu comme ça. J'allais recevoir un message qui n'a pas de sens. À ce moment, je sais que je dois rentrer. Et que disait le message? On parlait de parents décédés ou de quoi, mais signé par quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez, il y avait toutes les caractéristiques. Tu annonçais le décès d'un parent, mais signé par quelqu'un que je ne connaissais pas. Vous voyez, donc je savais que c'était le moment de partir. Et donc à partir de ce moment, j'étais en stage d'été au Bourget, en électronique aviation, où je révisais. D'ailleurs, on m'avait mis sur la révision d'un avion du Burundi en entier, parce que quand mon maître de stage a vu que j'avais déjà fait tout ça aux États-Unis et compagnie, ils m'ont confié ça, je faisais tout très bien là-bas. Et puis il y a un avion de la base aérienne qui revenait de révision. Du Burkina? Non, de l'Angleterre. De l'Angleterre. Non, l'avion de la base burkinabé. Oui, qui était en Angleterre en révision et qui s'est arrêté au Bourget. Et donc moi, j'ai profité de sauter dans cet avion pour rentrer à Ouagadougou. Et cet avion a fait escale à Tanger. À Tanger, j'ai vu que les passeports de tout le monde passaient assez rapidement. Et le mien, il y a eu plusieurs allers-retours là où le commandant Kelwasser, qui le regrettait, a eu à faire plusieurs démarches comme ça. Et moi, je ne comprenais rien. Après, l'avion est parti se poser à Agadir, où on devait passer la nuit. Bon. Puis après, on est venu sur Ouaga. Tout ça, ça me paraissait innocent. Jusqu'à ce que Sankara m'appelle et dit, Pierre, ton arrivée nous cause des problèmes parce que la sécurité marocaine a envoyé une de tes lettres à la gendarmerie au Burkina. Et donc, les colonels là sont tous en alerte
parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qui se prépare parce que Pierre est arrivé. Votre courrier à Sankara a été intercepté par la sécurité marocaine? C'était pas à Sankara, c'était à un stagiaire qui était au Maroc en formation. Au Maroc là-bas, de l'armée de l'air en formation. Parce qu'il m'avait écrit pour dire, vu la situation, nous allons aller au Ghana pour rejoindre Blaise à Pau pour la suite. Ils vont quitter le Maroc, aller à Pau. Et moi, je leur disais, non, ne faites pas ça. Restez et rentrez normalement à Ouaga en fin de stage. Tu vois? Parce qu'en fait, je considérais que l'organisation qui s'était scindée, qui s'appelle le ROC, bon, les civils ont trouvé des explications à ça, rassemblement des officiers communistes, mais je vous dis que c'est faux, parce que le ROC remplaçait l'arête du poisson qui attrape votre gorge et vous amène à trépas. Il y avait le ROC, donc quelque chose d'indestructible. Vous voyez. Le rocher, quoi. Oui, le rocher, le ROC. Ils ont dit rassemblement des officiers communistes. Voilà. Et donc, il fallait recréer une autre organisation qui serait parallèle à l'autre, puisque l'autre a été démasqué. Il fallait encore reconstituer une autre organisation. Et comme nos camarades qui étaient passés de l'autre côté savent très bien quel est le travail que je faisais de l'autre côté, ils ont pris vraiment l'information très au sérieux. Disant, ce gars, il est capable de venir faire quelque chose encore. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus dans la lutte clandestine. C'était plus ça ma spécialité que les luttes ouvertes comme ça. Et donc, à partir de ce moment, Sankara m'a dit, ah, il faut que tu sois vigilant. Donc, il fallait que chaque fois, on fasse attention. Par exemple, la nuit, je ne dors pas toute la nuit au même endroit. Il fallait changer 2, 3 endroits. Et ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée du 4 août. Et il y avait des affectations qui étaient prévues pour le commandant Lengani et puis le capitaine Zongo Henri, qui ont été annulées par les colonels à cause de l'arrivée de Pierre Ouedraogo. Bon, donc ça a un peu accéléré les choses. Et voilà qu'on s'est retrouvé maintenant avec le début de la révolution. Donc le 4 août, vous avez trouvé à Ouaga? Oui, le 4 août à Ouaga. Quel a été votre rôle? Le 4 août, j'étais sur la route de Pau avec le commandant Abdou Salam. On devait recevoir dans l'après-midi des lance-roquettes RPG-7 soviétiques. Et dans notre groupe, j'étais le seul qui savait comment les utiliser. Ça devait venir de la Russie? Non, non, c'était déjà à Pau. C'est venu par où, la Libye? Bon, enfin, ouais. Dites-nous tout. Hein? Ouais, bien sûr, par le Ghana. Et donc, moi, je devais les recevoir, former une équipe. Et on allait se positionner à partir du génie militaire qui est contigu avec le groupement blindé pour prendre à revers les blindés éventuellement parce que le RPG-7 permettait de transpercer le blindage. À Gonguen. À Gonguen, oui. Et donc, on attendait les RPG-7 qui ne sont pas arrivés. Par contre, il y a un messager qui est arrivé pour dire que Blaise a démarré. Donc, à partir de ce moment, on a quitté là-bas pour aller se repositionner autrement. Oui. Et donc, moi, je suis allé me changer et dès que les tirs ont commencé, j'ai maintenant rejoint la base aérienne. Qui est votre bureau. Voilà, qui est mon unité de rattachement. Et bon, ça tirait donc. Mais le code, il y avait des codes qui étaient définis. Bon, comme je vous dis, on n'avait pas de trucs comme ça. C'était les phares. Il fallait barrer les phares avec une ligne verticale noire. Mettre du scotch noir sur le phare. Sur les phares. Donc, ça, c'est votre élément quand ça vient. Donc, du coup, les unités qui sont en face, qui voient quelqu'un qui arrive, au lieu d'avoir 2 yeux, il a 4 yeux. Ça, c'est bon, tu passes. Si tu as 2 yeux, on t'arrête. Bon, c'est que tu es aveugle. Donc, vous voyez, c'était des moyens élémentaires comme ça. Et moi, je suis allé me mettre... J'étais d'abord
en attente à Kolonaba, chez un des officiers, bon, encore en service, donc je ne dirai rien. C'est qui? Non, fini, ça, la révolution. ça, je ne dirai pas. Non, 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 mais ils sont encore en service. Okay. À côté de Kolonaba, là-bas, je suis remonté sur Dapaya, au côté du barrage, pour me changer. Et à partir de là, maintenant... Quand vous dites changer, c'est de tenue civile à tenue civile à tenue de combat. De combat. Pour maintenant rejoindre la base aérienne. Et comme on ne savait pas quelle était la situation au sein de la base, on ne sait pas si ce sont nos éléments qui contrôlent la situation ou si c'est d'autres. Donc on a choisi, et j'étais avec le lieutenant Kwame Michel, à l'époque, celui qui a été tué à l'Étire presque en même temps que Thomas Sankara, et nous avons franchi le mur de la base aérienne. Vous avez sauté le mur sur le côté du quartier Koulouba. On est passé par là-bas, passage réglementaire, mur d'assaut, comme on dit à l'époque. Bon, aujourd'hui, il y a les barbelés là-dessus, n'essayez pas de faire ça, mais avant, il n'y avait pas les barbelés. Donc, on met les bras au-dessus, on donne le coup de sabot, et puis on passe de l'autre côté et on est en position. Voilà. Donc, on est tombé comme ça, et c'était nos éléments qui étaient en face. Donc, ils nous ont identifiés, ils nous ont dit, bon, c'est vous qu'on attendait. Donc, maintenant, il fallait aller maintenant, bon, armurerie, armer les gens, préparer à aller prendre l'aéroport. En ce moment, je constate que aucun véhicule ne démarre. Ils ont saboté le véhicule? Je ne sais pas. Franchement, on n'a pas mené d'enquête après. Bon, vous savez, ces moments-là, on a d'autres choses à faire. On n'a jamais mené d'enquête, mais aucun véhicule ne démarre. Donc, j'ai demandé à Kwame Michel, avec le regretté aussi colonel Zongo Piga, d'assurer la sécurité de la base. Parce que Zongo Piga, c'est un pilote. Bon, sa formation militaire n'est pas aussi avancée. Et donc, Kwame Michel faisait le renfort là-bas. Et maintenant, moi, j'ai pris une partie de la troupe et j'ai évalué la situation. Le raccourci, c'était passé par la bretelle qui va sur la piste et qui va sur l'aéroport, ce qu'on utilise d'habitude. Je suis passé par le goudron aujourd'hui fermé qui passe devant la mairie et l'hôtel administratif, donc en pleine lumière alors que ça tirait dans le quartier. Donc j'ai dit aux soldats, suivez-moi, et avec mon fusil automatique en main, ils ont suivi, on est parti à l'assaut. Bon, heureusement, on n'a rencontré personne. Bon, donc on a pris le contrôle on a pris le contrôle de l'aéroport. Et là, arrivé à la tour de contrôle, j'ai dit coupez tout, etc. Le gars de la SECNA qui était de service, il dit si c'est pour ça, il fallait téléphoner, que pourquoi vous venez comme ça? Que parce qu'on est avec vous. Lui, c'est un civil, il ne sait pas. Non, c'est un civil, mais il dit c'était pas la peine. Avec vous, quoi. Non, c'était pas la peine de. Hein, il fallait juste téléphoner. Bon, on dit bon, vous ne savez pas, donc on est venu. Parce qu'au pas de gymnastique depuis. Aller monter les escaliers jusqu'à la tour de contrôle là-bas et puis ordonner aux gens d'arrêter. Bon. Et après, maintenant, j'ai appelé les pompiers pour leur dire de faire comme la dernière fois. Parce que, en fait, pour le coup d'État du CMRPN, malgré la scission des groupes, les unités qui étaient sous notre contrôle, on leur a demandé de ne pas réagir, mais de suivre le mouvement. Donc, au niveau de la base aérienne, moi, j'ai eu à neutraliser tout le système de l'aéroport pour le coup d'État du CMRPN. Neutraliser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'empêcher les avions d'atterrir dessus. Donc, il faut disposer sur les deux pistes, parce qu'il y a une piste de crash qui est en terre battue pour les avions qui vont crasher, et puis il y a la piste principale. Si vous disposez les camions et autres comme obstacle là-dessus, un avion ne peut pas se poser. Vous voyez? Donc cet exercice avait déjà été fait avec le CMRPN. Comme c'est les mêmes pompiers qui étaient là, on leur dit, refaites la même chose que ce que vous avez fait la dernière fois. Bon, et puis voilà. Le danger à l'époque, on était à l'époque des mercenaires, des bobs de nard et tout ça qui pouvaient débarquer pour soutenir la fraction réactionnaire de l'armée. Donc c'était un danger contre lequel il fallait qu'on se prémunisse. Donc pour interdire le débarquement des avions. Parce qu'au sol, vu la position du Burkina Faso enclavé, c'était un peu plus compliqué d'arriver et nous surprendre. Mais par contre, en avion,
c'était très facile et il y avait eu des attaques de mercenaires comme ça au Bénin et aux Comores et tout ça. Et donc, on devait être prêt pour cette situation. Et après cette sécurisation, il fallait aussi que nous aussi, nos avions, puissent aller chercher du matériel au Ghana. Avec Rawlings. Avec Rawlings, pour équiper, c'était essentiellement des Kalachnikov, et puis les lance-roquettes aussi et tout. Et donc j'ai eu à superviser ça. On n'avait pas du tout de lance-roquettes au moment de la Révolution. Il y avait quelques lance-roquettes avec le SNEC. Mais le gros, après, est venu en avion, de même que les Kalash qui équipaient les autres unités étaient venus par avion. Et donc, pratiquement, les unités qui étaient contrôlées par les officiers membres du CNR ont été les premières à être servies, bien sûr, bien entendu. C'était la marque aussi qu'on était révolutionnaire, quoi, avec sa Kalachnikov. C'est pourquoi, par la suite, sur les images, on a été beaucoup vus avec ça. On ne vous a pas beaucoup entendu sur certaines révélations qui ont été dites à gauche et à droite. Vous allez me dire aujourd'hui dans la tribune, est-ce que c'était Sankara initialement qui devait être le chef de l'État? Vous savez, ça c'est des choses que nous aussi nous apprenons au fur et à mesure. Mais au niveau du groupe, le chef du groupe a toujours été Thomas Sankara. Et la présence de Blaise au niveau des commandos, c'est une volonté de Sankara qu'il a coopté pour amener au commando. Il m'avait approché, mais moi j'avais trouvé qu'il n'y avait rien de scientifique là-bas. Je n'étais pas tellement Vous êtes l'intellectuel. Je n'étais pas très intéressé. Et il a demandé à Blaise qui est venu avec lui là-bas. Donc c'est lui qui l'a coopté pour venir au niveau des commandos. Donc c'était un peu... L'idée qu'on a envoyé Sankara lire un message et puis il a pris le message, dit que c'est lui le président, ne tient pas la route selon vous? Bon, c'est possible, c'est possible. Pour l'histoire, dites-nous. Ouais. Il dit c'est possible, mais pour ma part, parce que je préfère être factuel, ce que je sais, c'est qu'après avoir maîtrisé la situation à l'aéroport, mis le dispositif de combat en place, je me suis porté sur le domicile de Jean-Baptiste Ouédraogo. Parce que c'est là où Blaise se trouvait, pour le voir, parce que bon, ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas vu. Et bon, c'est quand même mon ami, on était au célibatorium, on a fait les 100 coups ensemble. Bon, donc, après cette brillante victoire, il fallait quand même qu'on se parle, qu'on se voit comme des copains, normalement comme ça. Et là, je l'ai vu, il était couché contre un caïcédra dans l'obscurité. Donc, je demandais où est Blaise. Les soldats me disent, il est là. Je dis, mais je ne vois pas. Il était là-bas. Bon. Ça m'avait paru un peu bizarre, mais c'est le seul élément que moi j'ai noté ce jour-là. Parce que la fatigue ou il a dû je ne sais pas, parce que c'est peut-être l'action et tout, mais moi ça m'avait pas... Ou bien il n'était pas content? Maintenant, je me dis que c'est peut-être possible, mais à l'époque, j'avais trouvé un peu bizarre, mais ça n'avait pas vraiment choqué outre mesure, d'autant plus qu'il faut considérer le fait que moi j'ai été absent pendant près d'une année et que beaucoup de choses se sont passées en mon absence et qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones ne marchaient pas. Mais l'image que moi j'ai gardée aussi bien de tout le fonctionnement du groupe, ça a toujours été Sankara le chef, incontesté et incontestable qui a mené le leadership. J'ai vu aussi, j'ai pu participer aux dernières réunions avant le 4 août. Et c'était Sankara qui assurait toujours le leadership à ce niveau. Mais vous savez, bon, dans les questions de pouvoir, il y a toujours des choses qui se passent. Mais bon, c'est mis bout à bout.
surtout lors de la détention, que j'ai eu l'occasion aussi d'échanger avec Moussa Diallo. Bon, on a mis certains éléments ensemble et qui commencent à donner, mais bon, ça reste toujours comme ça. Parce que vous savez, ici, bon, vous avez votre équipe, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la place du DG, on ne sait jamais. Il n'y a pas de problème, il peut venir. Il y a tellement de stress dedans. On ne sait jamais. Heureusement, vous n'avez pas de fusil, donc oui. Ça va. Oui, chez les militaires, ça va être pacifique, mais seulement chez les militaires. Mais je pense que ça a été aussi exacerbé peut-être par le fait qu'il y avait une très grande différence de niveau intellectuel, hein, je veux dire, entre Sankara et les trois autres. Ce n'était pas du tout le même niveau. Parce que, par exemple, Sankara discutait avec des tas d'experts venus du monde la nuit, et il lisait énormément et tout. Ce n'était pas du tout le même niveau. Et j'en veux pour preuve, parfois quand ils se réunissent à 4, à un moment donné, ils m'appellent de venir. Quand j'arrive, je discute avec Sankara, les autres sont assis et puis ils regardent. Vous voyez? Donc il n'y avait pas de force de proposition pour faire avancer quelque chose dans la révolution. La force de proposition, c'était Thomas Sankara. Et vous voyez, ce type de déséquilibre, à long terme, crée des problèmes. D'autant plus que des frustrations, parce qu'on en arrive au fait que c'est vous qui prenez le leadership. C'est un peu ce qui se passe même dans les groupes de chanteurs. Quand il y a un qui monte un peu plus, vous voyez, ça crée toujours des problèmes. Et là, je vous dis encore, il y a des fusils en plus. Ah oui. Donc ça crée d'autres problèmes. Et j'en veux pour preuve un des trois, hein, moi je ne citerai pas le nom aussi, qui un jour m'a dit, Pierre, si on savait que les CDR là étaient aussi importants, on ne t'aurait pas nommé là-bas. Bon, moi j'étais un peu surpris parce que après l'action à la base aérienne, comme il n'y avait rien, bon, il n'y a aucun mercenaire qui débarquait, moi j'ai dit, bon, je repars en France pour continuer les études. Ils m'ont dit, je ne pars pas, on va te nommer secrétaire général des CDR. Et j'ai dit, mais il y a le commandant Abdou Salam qui est déjà à ce poste. Dit, non, 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 on va remanier le gouvernement pour que tu prennes cette place là-bas. Parce que c'est stratégique. Moi, je n'avais jamais été préparé à ça. Je vous dis, c'est la lutte clandestine et tout. Mais animer des comités de défense de la Révolution, c'était autre chose. Mais il a fallu mouiller le maillot. Et ce que je faisais à l'ombre, j'étais obligé maintenant de le faire à la lumière, alors que ce n'était pas du tout quelque chose pour lequel j'étais spécialement préparé pour ça. Oui. Mais bon, j'ai mis du cœur. Surtout une approche scientifique dans l'organisation. Parce que le problème est toujours affronté de manière analytique. Et c'est comme ça qu'on arrive. Des CDR qui ont quand même acquis beaucoup de griefs, qui on leur reproche beaucoup de griefs. Oui, mais si vous considérez la situation, que vous avez un pays entier, avec des milliers de villages, 300 départements, 45 provinces. Et vous voyez un groupe de militaires qui arrivent, qui n'ont aucune implantation dans les provinces et qui lancent un tel mouvement. Si vous comparez par rapport aux autres révolutions, vous verrez qu'ici, rien ne s'est passé. Par exemple, vous voyez par exemple les massacres, il y avait énormément d'armes ici. Mais vous avez vu combien de massacres faits par des CDR qui sont allés tirer sur un village ou sur quelqu'un comme ça. C'est parce que cette discipline a été maintenue dès le départ et que ceux qui commençaient à déconner ont été sanctionnés immédiatement. Et donc ça a temporisé la situation. Et ce qui a été important aussi comme décision, c'était si vous arrêtez quelqu'un qui a commis une infraction ou quoi, remettez-le à la police et à la gendarmerie. C'est ça qui a sauvé la situation. Parce qu'il y a certains qui ont voulu transformer les machins, mais ils ont été rapidement sanctionnés et ramenés à l'ordre. C'est ça qui réduit. Sinon, si vous regardez tous les autres pays où il y a eu des renversements de ce type, le nombre de morts, de tout ça est énorme. Et ici, vous n'avez pas ça parce que Sankara était très clair, lors de la dernière réunion surtout. Je ne veux pas qu'au cours de l'opération, il y ait des morts. Bon, malheureusement,
Il y a eu des incidents de tir pour lesquels des gens sont morts, mais la consigne... Des armes qui se déclenchent automatiquement. La consigne était 0 mort lors de l'action du 4 août. Et c'est quelqu'un qui y tenait beaucoup, la protection de la vie humaine. Je vais donner juste un exemple. On était au stade du 4 août pour un événement. On revenait par la route de Koungé, qui passe à côté du lycée Marianne Gouabi, après la statue de la bataille du Rail. Il fait arrêter le cortège parce que les gens filaient trop. Les véhicules se sont arrêtés. Moi, j'étais avec lui. Il est descendu, marché à pied, aller jusqu'à la voiture de tête et puis menacé. Moi, je ne l'ai jamais vu aussi fâché. Il dit, mais je ne veux pas que mon cortège tue quelqu'un dans cette ville. Et si c'est pour ma sécurité, roulez à la vitesse que moi je vous ai donnée. Et puis il repartit lentement. Et tout le monde était silencieux. Classé. Et c'est pour cela que vous voyez les cortèges de Sankara qui se déplacent comme un escargot, tranquillement. Parce qu'il a cette envie de protéger. Et cette envie de protéger même, il s'est parfois déshabillé pour protéger d'autres personnes. Et j'en veux pour preuve une BMW série 7 blanche, blindée, offerte par Kadhafi pour sa protection. Il a pris ce véhicule et il l'a donné à Blaise Compaoré. Et il m'a dit. Quand Blaise était ministre de la Justice. Oui, sous la Révolution. Il n'a pas roulé avec, il a remis ça à Blaise. Que parce que Blaise, commandant l'unité des commandos et faisant la route, est beaucoup plus exposé que lui. Donc il préfère donner ça à Blaise. Et Blaise roulait avec cette BM. Et moi-même, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire Wakapo avec lui dans ce véhicule blindé. Vous voyez? Donc, un chef d'État à qui on offre un véhicule blindé, qui donne ça à son numéro 2 pour le protéger. Vous voyez, c'est ce sens de la protection qui est là et qui traduit aussi l'amour profond qu'il y a. Vous voyez. Mais est-ce que cette révolution n'était pas arrivée à un niveau, vu le rôle central que Sankara jouait, est-ce qu'il n'y avait pas de la saturation? Puisque lui-même, il disait qu'il était comme un cycliste sur une pente raide, avancer est difficile, on ne peut plus faire marche arrière, s'arrêter est encore plus suicidaire. Ben, vous savez, dans toute action, quand vous êtes là, vous arrivez à des moments où vous voyez que la mission, parce que quand même la mission de faire émerger ce pays parmi les 5 pays les plus pauvres, à un niveau beaucoup plus élevé, dans un contexte avec les puissances dominantes, ce n'était pas un petit exercice. Et à l'intérieur aussi, ce n'était pas simple parce que les gens ont pris certaines habitudes de ne pas faire certaines choses. Les premières années, avec l'enthousiasme, tout ça, c'est bien parti. C'est ça. Mais par la suite, il y a toujours, vous savez, dans tout mouvement social, il y a toujours des hauts, des bas et tout. Et c'est ça qui expliquait pourquoi parfois les gens me voyaient faire le tour du pays sans aucune raison. Parce que parfois, je dis à Sankara, je dis, depuis quelques semaines, là, il n'y a plus rien qui se passe dans le pays. Il n'y a même pas un seul problème. Or, ce n'est pas normal quand même. Je demande l'autorisation d'aller chercher les problèmes. C'est-à-dire que je peux traverser du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Je fais des meetings partout, je rencontre les gens pour pouvoir avoir ce contact-là, pour voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que nous pouvons résoudre immédiatement. Vous voyez. C'était risqué parce que parfois il y a certaines villes qui nous échappaient presque. Mais quand j'arrive et puis je reste là-bas, au bout d'un certain temps, tout repart en même temps. Vous voyez. Mais ce n'est pas une épreuve qui est simple. Et c'est pour cela que le modèle de base était accompagner le peuple insurgé. Ce n'était pas venir en avant et puis demander au peuple de suivre. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une tâche qui est complexe de transformation sociale. Mais on s'est dit, peut-être qu'on ne va pas arriver au bout, mais au moins, on va marquer notre temps. On va montrer que c'est possible. Et pour les générations futures. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, ils disaient, tuez-moi,
il y aura des milliers de Sankara qui vont naître après. Mais pas forcément Sankara lui-même. Est-ce que vous avez vu le 15 octobre arriver? Bon, c'est une question assez difficile. Bon, parce que vous savez, moi, j'étais extrêmement proche de Dieu. Il y avait Sankara, le grand frère, avec lequel j'avais cette relation dans la préparation de la lutte et tout, spécialement, qui est une relation spéciale. Il y avait l'autre relation, avec Blaise, qui est le copain, avec qui, quand sa copine a des problèmes ou quoi, etc., c'est Blaise qui est là. Vous voyez? Donc, c'est un niveau d'intimité vraiment très, très élevé. Par exemple, si vous vouliez attaquer Blaise, la dernière personne à qui vous allez parler, ça va être moi. Si vous voulez attaquer Sankara, la dernière personne à qui vous allez parler, ça va être moi. Vous voyez? Donc, ce n'était pas évident, même si on sentait qu'il y avait des bis-bis, on ne pouvait pas s'imaginer un dénouement aussi sanglant. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas s'imaginer ce dénouement-là jusqu'à ce bout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regret de n'avoir pas pris une initiative pour empêcher ce dénouement sanglant? Je pense qu'à l'époque, moi, j'ai fait ce que je devais faire. Mais empêcher le dénouement sanglant, il aurait fallu avoir une force peut-être indépendante. Mais il est certain que ceux qui ont fait le coup allaient s'adapter. Je peux me dire, bon, peut-être que j'aurais dû développer un groupement de fusiliers de l'air qui pouvait être une autre force spéciale en plus. On peut démultiplier, mais celui qui est en face et qui se prépare tient compte de ça et agit en conséquence. Parce que quand même, le dispositif était assez conséquent et ils sont arrivés quand même à le démanteler. Parce que, comme le dit l'adage, les châteaux se prennent de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, toute attaque contre la révolution allait au contraire enraciner la révolution. Oui. C'est-à-dire, à la limite, on se demandait pourquoi personne ne nous attaque. Vous avez été un peu surpris que d'autres leaders comme Henri et Lengani se soient ralliés sans s'opposer? Non, alors pas vraiment, pas vraiment, été... parce que comme je vous ai dit tantôt, il y avait une différence de niveau entre ces trois et puis Sankara. Et puis ça se sentait. Ça se sentait. Ce n'était pas forcément les mêmes approches parce que ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Il était à une longueur d'avance. Parce que quand vous allez dans des réunions au Conseil des ministres ou Conseil national de la Révolution, mais vous voyez les forces de proposition. Quels sont les gens qui proposent, qui innovent, qui font avancer, qui osent et tout. Et vous avez des gens qui sont là, tranquilles, assis. On ne peut pas dire que telle innovation-là, c'est eux qui l'ont fait sortir. Vous voyez, je vous avais donné l'exemple des groupes de chanteurs. C'est exactement ce même mécanisme. Sauf que les chanteurs, ils n'ont pas de Kalachnikov. Voilà, c'est ça la différence. Les militaires ont ça. Et donc, c'était très facile de faire cette scission et d'avoir ce problème. Parce que ce n'est pas le même niveau intellectuel et pas le même niveau de conviction. Oui. La force de Blaise, c'est d'avoir détruit Kambouensé en faisant éliminer Kouama. Et puis, Kaboré, le lion, à partir de Koudougou, aurait eu une coordination avec vous, que peut-être que ça allait être dur pour lui. Non, parce que pour que la coordination marche avec Koudougou, il fallait que l'axe de Bobo soit sécurisé par le génie militaire. Et je n'ai pas réussi aussi à avoir contact avec le génie militaire qui devait lui fournir les munitions en rentrant. Parce qu'il n'avait pas assez il ne pouvait pas amener assez de munitions. Et même s'il en amenait, il aurait fallu à un moment donné être ravitaillé. Alors que les tirs avaient les munitions. Vous voyez? Parce que quand vous regardez Ouaga, par exemple, vous faites venir les gens de Bobo, ils viennent. Il faut que l'axe soit sécurisé. Absolument.
Sinon, ils peuvent être stoppés à Boromo ou ailleurs. Est-ce que oui? Vous venez de Ouéguia, vous pouvez ne jamais arriver ici. Oui. Mais quand vous avez des unités qui sécurisent et qui les axent, vous pouvez maintenant arriver et avoir maintenant le contact feu. Sinon, vous pouvez disparaître dans une embuscade ou dans 2 ou 3 embuscades en cours de route et puis ne pas arriver. Et finalement, Blaise n'était pas idiot. Vous Vous avez parlé de niveau, mais il a montré qu'il était... Attention, attention, attention. Je n'ai pas dit qu'il est idiot. Attention. Quand on parle de niveau... il avait un bon niveau. Non, c'est-à-dire quand je parle de niveau intellectuel, de force de proposition. Mais il faut être intelligent pour déjouer tout ça, non? Vous pouvez avoir la partie machiavélique. Parce que pour faire du mal, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Je pense que c'est la chose qui est naturellement en nous, par le péché originel, si je peux utiliser cette expression religieuse. Tout de suite là, pour faire le mal ici, c'est facile. Je donne un coup de pied à toutes les caméras et tout, puis tout est gâté. Ça, je n'ai pas besoin de faire polytechnique pour ça. Mais par contre, être capable de donner des idées en 1983-87 et qu'aujourd'hui, le monde entier se réunit autour de ces idées et n'arrive pas à le faire. Par exemple, l'avance sur l'écologie. Vous voyez? Et je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple. Pour résoudre le problème de l'audiovisuel, les taxes audiovisuelles qu'on n'arrivait pas à prendre, eh bien, Sankara, il a décidé d'ajouter de l'argent sur les factures d'électricité. Les gens ont crié injustice. Bon, et ceux qui regardent et qui ne payent pas de factures d'électricité. Sankara a dit, mais tant mieux, parce que ceux qui ont l'électricité là, c'est des privilégiés ils vont payer pour les de notre système, ils vont payer pour les autres. Vous voyez, ce système d'augmenter l'assiette par des prélèvements directs, soit sur les factures, c'est Sankara qui a mis ça au point. Pierre Ouédraogo, merci.